Je vais dire quelques mots effectivement sur la genèse de cette œuvre et sur la façon dont les personnages se sont mis en place. Au début, mon projet était de faire une bande dessinée autour de Alan Turing. Ça correspondait à l'anniversaire de son décès. Et puis, l'anniversaire de ça, on est en 2012, oui, 2012, c'était l'anniversaire de sa naissance. Et puis, lors d'une discussion avec mon directeur adjoint, Jean-Philippe Usan, spécialiste de cosmologie, discussion à bâton rompu, on était au Sénégal pour diverses raisons, et il se met à évoquer pour moi les Farmhole Files, les fichiers Farmhole, dans lesquels ces enregistrements réalisés par les Anglais, des physiciens allemands qu'ils avaient capturés juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ils parlaient du rôle de Heisenberg dans ces transcriptions. J'avais entendu parler des fichiers, j'avais un petit peu regardé quelques extraits, mais je ne m'étais jamais vraiment plongé dedans. Et il me parlait de la façon dont il était impressionné par la faculté de Heisenberg à reconstituer le mécanisme de la bombe atomique avec seulement quelques informations éparses, alors qu'il est prisonnier. Et je me suis dit, c'est extrêmement frappant, un peu en miroir par rapport à Alan Turing, l'un comme l'autre, dans des situations différentes, occupés à essayer de comprendre des enjeux scientifiques majeurs dans un conflit gigantesque qu'est la Seconde Guerre mondiale. Alan Turing travaillant à trouver l'astuce mathématique qui permettra la résolution du code secret des Allemands. Et il n'était pas tout seul à Turing pour faire ça, il était entouré de son équipe au sein dans le cadre du célèbre GCHQ anglais, mais il y a eu des moments où il était tout seul face à sa feuille, la nuit sans doute, en train de se demander quel est l'ingrédient supplémentaire qui va permettre de tout résoudre. Et là, comme en miroir, j'avais Heisenberg, sachant déjà la partie perdue, mais quand même acharné à essayer de comprendre, tout seul, la nuit sans doute, dans sa réclusion, en train de se dire, il faut que je comprenne cette prouesse technologique et comment ça se fait que les Américains y sont arrivés. Et j'ai trouvé que ça serait bien, ça enrichirait le propos, de les représenter l'un et l'autre en situation, comme en situation miroir. Avec un chapitre dans lequel Heisenberg serait le héros, un chapitre dans lequel Turing serait le héros, l'un et l'autre vus dans des moments très émotifs, où ils réfléchiraient à ce qu'ils ont fait. Et puis, c'était le début. Et ensuite, je me suis dit, mais tant que j'y suis, pourquoi pas enrichir le projet encore et représenter d'autres personnages qui, dans les coulisses, ont joué un rôle extrêmement important en réfléchissant théoriquement à quelque chose qui va être un enjeu majeur sur le terrain de la Seconde Guerre mondiale et qui nous parlerait de cette part de rêve qui, parfois, a un rôle stratégique extraordinaire dans les grands conflits et les affaires humaines, du problème de la responsabilité du scientifique par rapport aux grands projets politiques ou de société, du problème de la genèse et de l'utilisation des idées. Et donc j'ai rajouté Léo Szilard, le grand physicien hongrois qui a été en coulisses l'un des acteurs majeurs au démarrage surtout de la bombe atomique, et puis qui ensuite a été hanté par ces sujets de responsabilité scientifique, qui a été un militant pacifiste international, et qui a une fille de personnage de roman. Et puis une fois que j'avais ces trois-là, je me disais que pour compléter, il fallait que j'ajoute un militaire, parce qu'on était sur un sujet militaire, quelqu'un qui serait d'inspiration scientifique, même s'il n'était pas forcément scientifique, et qui aurait joué un rôle majeur par son originalité théorique aussi. Et je suis tombé sur Hugh Dowding, qui depuis son bureau, dans sa façon d'organiser avec une grande originalité le système de défense du Royaume-Uni, a joué un rôle majeur, là aussi, en coulisses, dans la Seconde Guerre mondiale.
question, pourquoi avez-vous choisi la bande dessinée? Pas l'essai, pas le documentaire, pas le livre scientifique, la bande dessinée. Je suis un passionné de bande dessinée depuis longtemps. La bande dessinée est un art très populaire en France. Puis on a été exposé à l'école franco-belge de bande dessinée qui a fait des choses extraordinaires. Et donc, pour caricaturer en bande dessinée les très grandes influences culturelles, les grands pôles, c'est les États-Unis avec les comics, le monde asiatique avec les mangas, le monde, et puis l'Europe de l'Ouest avec la bande dessinée française, franco-belge. Et dans beaucoup de pays, la bande dessinée est sous-estimée comme art, où on considère que c'est uniquement pour les enfants. Mais en France, vous trouvez beaucoup d'auteurs qui considèrent la bande dessinée comme un médium qui s'adresse aussi aux adultes, qui s'y adresse avec, éventuellement avec beaucoup de subtilité. Et Baudouin est l'un de ces artistes. Et je connaissais Baudouin depuis assez longtemps. J'avais coutume de le ranger parmi mon quatuor des auteurs de bande dessinée français les plus inspirants. Et l'idée de se lancer dans la bande dessinée est venue par hasard dans une autre conversation avec un mathématicien. Le jour où je lui ai dit Alan Turing, le jour où il m'a dit la bande dessinée qui est sortie sur Alan Turing, elle n'est pas super. Et le jour où je lui ai répondu mais il faudrait qu'un grand dessinateur s'empare du sujet, comme Baudouin. J'ai dit ça, comme Baudouin. Et il a répondu, bah, il se trouve que je connais Baudouin, je vais te le faire rencontrer. Alors ça sera à toi de le faire. Comme beaucoup de choses dans ma vie, donc, c'est pas quelque chose que j'avais planifié, c'est venu comme en réponse à un défi. Comme ma carrière politique d'ailleurs, comme ma carrière de directeur d'institut, comme beaucoup de choses. Donc c'est une inspiration vraiment profonde. Et deuxième question sur Heisenberg. Il y a une partie, disons, cachée de Heisenberg. Il y a plusieurs questions sur Heisenberg pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le projet nucléaire nazi. Ça existe dans la bande dessinée. Votre regard personnel sur ce côté-là de Heisenberg? C'est compliqué de cerner Heisenberg. C'est le paradoxe et la très grande ironie de l'histoire que celui qui a donné son nom au principe d'incertitude, en étant d'incertitude sur lui. Jérôme Ferrari a su l'exploiter avec un grand talent. Mais c'est vrai, on n'arrive toujours pas à savoir vraiment, à savoir quelles étaient ses convictions profondes, à savoir s'il a vraiment voulu réaliser cette bombe atomique ou si juste il n'y est pas arrivé. On pourrait, avec ce dont on dispose, on pourrait écrire un roman où on imagine que Heisenberg a vraiment comme ambition de créer la bombe atomique. On pourrait créer un autre roman dans lequel, en fait, il fait ce qu'il peut pour saboter le projet. Et même on sait qu'à un moment, les autorités nazies ont pensé que Heisenberg était un traître et qu'il faisait tout pour saboter le projet. Les enregistrements de Farm Hall sont une source précieuse. Et Jérôme, comme moi-même, on les a lus en grand détail pour essayer de savoir ce qu'il pensait vraiment, ce qu'il savait, ce qu'il croyait. Même comme ça, il reste des zones d'ombre. Et il y a des épisodes étranges comme sa rencontre avec Niels Bohr, sur laquelle lui-même a changé plusieurs fois de version. On a depuis eu des informations sur des courriers qui se sont échangés ou qu'il voulait s'échanger, mais de la même façon que des fois nous-mêmes on réécrit notre propre histoire, certainement Heisenberg a réécrit aussi sa propre histoire et s'est convaincu de certaines choses qui n'étaient pas exactement vraies. Et ça aussi, c'est fascinant. Heisenberg, à la fois, c'est un géant scientifique, un vrai génie, et puis extrêmement jeune quand il fait ses très grandes découvertes, quand il reçoit le prix Nobel. De tous ceux qui étaient enfermés à Farm Hall, qui étaient certains des tout meilleurs scientifiques de l'époque,
c'est le plus impressionnant par la variété des sujets. On voit les sujets qu'il apporte dans les séminaires, on a l'impression qu'il peut donner des exposés sur tout. Et respecté de tous, et d'ailleurs dans les notes que prennent les Anglais sur les différents personnages, ils disent de Heisenberg, à lui c'est l'un de ceux qui restera dans l'histoire et certainement le plus impressionnant de tous. Mais là on le trouve face à l'histoire des humains, il est complètement empêtré, il n'arrive pas à s'en sortir, on ne sait même pas quelle est sa position. Il y a des gens qui sont, on sait qu'ils sont des traîtres, d'autres on sait qu'ils sont des héros, d'autres passent de l'un à l'autre, font des choses grandioses ou ratent, et lui on ne sait pas vraiment. Donc la bande dessinée c'est aussi très sérieux, ça peut être très sérieux comme recherche. Et dans la postface de Rêveur lunaire, j'ai trouvé un passage sur une rencontre. C'était janvier 2014, c'était à Riyad. Avant d'aller sur la fameuse rencontre, qui est encore une coïncidence extraordinaire, je vais juste te dire un mot. Vous dites la bande dessinée, ça peut être très sérieux. Il y a aussi le fait qu'avec la bande dessinée, avec l'image, vous pouvez faire passer des émotions ou des ambiances. En bande dessinée, on a peu de texte. N'importe quel ouvrage ou essai, ce sera beaucoup plus gros qu'une bande dessinée. Mais en bande dessinée, on a l'image pour dire des choses qu'un romancier peut mettre dans le texte, mais qui ne viendra pas dans les dialogues. Et dans le chapitre sur Heisenberg, il est tout entier, en obscurité, en incertitude. L'auteur a adapté son style à chacun des 4 héros, et le style sur Heisenberg est tout dans l'ombre, dans l'incertain, dans une certaine forme de pessimisme, de recueillement. Il y a de l'incertitude dans le trait. Voilà, et maintenant, la rencontre. La rencontre. Mais, j'aimerais dire d'abord, c'est un noir et blanc, on peut écrire sur toute l'histoire. Donc la rencontre, janvier 2014, à page 189, dans le bande dessinée, on voit Ferrari et Villani. Une rencontre Riyad, un scientifique, un écrivain, pour Werner Heisenberg. C'est incroyable. Donc c'est 4 ans plus tard, Jérôme Ferrari m'a envoyé cette rencontre. Moi, je n'étais pas du tout à Riyad en tant qu'écrivain. J'étais là-bas pour Ah, d'accord. J'étais pas du tout à Riyad en tant qu'écrivain. J'étais là-bas en tant que professeur de philosophie. Et on avait organisé avec un de mes amis, professeur de mathématiques à Riyad, un stage philosophie mathématiques. Et Cédric Villani devait clore le stage par une conférence. Et où il a parlé, je me souviens, de Poincaré, et il a beaucoup parlé de la psychologie de la découverte scientifique, de la manière dont les idées venaient de manière un peu inconsciente et obscure, et puis plus tard, je pense qu'on était chez le conseiller culturel, il m'a demandé si je m'intéressais à ce genre de choses. J'ai dit, je m'intéresse beaucoup à ce genre de choses, je suis en train d'écrire un roman sur Heisenberg, et il m'a dit, bah ça alors, moi, je suis en train de préparer une bande dessinée sur Heisenberg. Et donc on a beaucoup discuté de ça pendant la soirée, et de fait la coïncidence m'a paru franchement tout à fait extraordinaire. Et quand les Rêveurs lunaires apparus, Cédric Villani m'a fait l'honneur et l'amitié de m'inviter à une rencontre de présentation dans une librairie à Paris avec Baudouin, et on a aussi parlé de ça tous les trois. Donc on a commencé de travailler sur Heisenberg séparément, les deux. Et le principe de l'incertitude, un problème Heisenberg, est-ce que le professeur Villani a expliqué ça, ou vous trouvez quelques contenus? Alors on a travaillé séparément, mais absolument sur les mêmes sources que je ne peux que conseiller vivement à tout le monde, puisque donc en avril et en mai 1945, les Américains et les Britanniques ont arrêté une dizaine de scientifiques allemands, dont Heisenberg et Otto Hahn, qui est le découvreur de la fission nucléaire, et 8 autres, et ils les ont installés dans un cottage à côté de Cambridge, à Farm Hall, un cottage qu'ils ont préalablement truffé de micros, et les ont enregistrés pendant les 6 mois où ils ont été détenus.
Alors évidemment, on n'a pas tout, ils ont fait des sélections, on n'a que la traduction anglaise des transcriptions, et ce document a été déclassifié, à la demande insistante de l'Académie des sciences britanniques d'ailleurs, je crois, en 1993. Et maintenant, donc, on peut le trouver assez facilement, et notamment, on a accès à tout ce qui s'est dit entre les scientifiques allemands pendant la nuit du 6 août 1945, quand on leur a appris que la bombe atomique avait été larguée sur Hiroshima, et franchement, c'est un document absolument extraordinaire, et Cédric a entièrement raison de signaler que ce qui le rend riche, c'est qu'on peut le lire, on peut en avoir des lectures tout à fait différentes. Bien sûr, dans une retranscription comme ça, il n'y a pas de didascalie, on ne connaît pas le ton, on ne sait pas l'intention, et toutes les remarques peuvent être interprétées dans un sens ou dans l'autre, hein. Ce qui est très frustrant quand on fait des recherches, parce que bien sûr, d'un point de vue romanesque, c'est très intéressant, parce qu'on peut rester, on est même contraint de rester dans une forme d'ambiguïté qui est sans doute plus intéressante que si on avait le fin mot de l'histoire. Et de fait, ce qui est vraiment étonnant, ils apprennent la nouvelle le 6 août, donc au soir, les Anglais prennent soin de prévenir d'abord Otto Hahn, puisque c'est lui qui a inventé la fission nucléaire. Otto Hahn le prend très très mal, il menace de se suicider, enfin, et il annonce ça aux autres qui d'abord n'y croient pas. Et quand ils finissent par y croire, on assiste vraiment à quelque chose qui est assez piteusement humain en fait, hein. Ils trouvent ça horrible, ils sont affreusement vexés, que les Américains aient réussi à faire quelque chose. Alors ils disent qu'ils ne voulaient pas le faire, mais que s'ils avaient voulu, ils auraient pu, et on a des grandes envolées humanistes, et puis des choses assez mesquines, et ils ne comprennent pas du tout comment c'est possible, parce que le programme allemand était dans un état lamentable, ils n'avaient même pas réussi à faire un réacteur qui marchait. Et le 14 août, Heisenberg donne une conférence où il explique de manière très correcte, moins de 10 jours après, comment fonctionne la bombe atomique. Et c'est voilà, quelque chose d'extraordinaire. J'ai compris que votre livre a le mérite de s'appuyer sur des sources différentes, sur la correspondance de Heisenberg, inédite en France, et traduite pour vous, spécialement. Aussi sur des souvenirs acquis par lui, après par vous, de son fils. Racontez quelques mots. Vous avez un regard très personnel, évidemment, sur l'auteur du principe de certitude. Moi, Heisenberg, il se trouve que moi j'ai découvert la physique quantique en licence de philosophie, hein, pendant mon cours de philosophie des sciences. C'est quelque chose qui m'a immédiatement fasciné, et il se trouve que Heisenberg est un de ceux qui a le plus écrit à destination d'un public non scientifique. Ce qui ne veut pas dire que les textes sont faciles, croyez-moi. Mais enfin, il a écrit des choses qui m'étaient accessibles, et donc je l'ai beaucoup fréquenté, j'ai lu son autobiographie scientifique, et c'est quelqu'un dont je me suis toujours senti proche, d'abord parce que j'ai été frappé par quelque chose que Cédric a signalé tout à l'heure. Quand il a proposé un formalisme mathématique compatible avec les résultats d'expérience qu'on appelle la mécanique quantique, et qui est resté un moment en compétition avec le formalisme de Schrödinger, il avait 23 ans. Il a eu le prix Nobel à 32 ans. Et toute l'époque de la création de la physique quantique, avec des très jeunes gens enfin, pour moi, c'était quelque chose d'absolument fascinant, en plus du contenu même de la physique, qui m'a toujours vraiment intéressé. Et si on ajoute à ça que c'est des gens qui ont traversé le siècle et qui ont donc été mêlés, notamment à la Seconde Guerre mondiale, dans des conditions qui sont assez obscures, moi, il me semblait que je tenais là un sujet de roman assez extraordinaire, et d'autant plus extraordinaire que le roman pouvait lui-même rester plongé dans l'incertitude ou dans l'indétermination. Est-ce que c'est vrai que la vocation du physicien chez Heisenberg était liée avec une vocation du poète? Alors, au début, Heisenberg voulait faire des maths, et il a été voir un professeur de l'université de Munich qui s'appelle Ferdinand von Lindemann. Il lui a demandé, il avait 19 ans, il lui a demandé qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Et Heisenberg a répondu, je lis Temps, Espace, Matière, qui est un livre de physique. Et Lindemann lui dit, alors vous êtes perdu pour les mathématiques. Et il l'a congédié, et donc il a été un peu contraint de s'inscrire en physique et pas en mathématiques. C'est comme ça qu'il est
c'est comme ça qu'il y est arrivé. C'est un peu le profil Heisenberg. Le principe pour vous, chez Heisenberg, c'est quoi? Alors, merci de la question. Alors, le principe, alors les Allemands le nomment avec ont un terme un peu moins solennel et pompeux pour l'appeler. Ils les appellent les Unschärferelation. Alors ça veut dire les relations de flou. Et ça fait un peu moins solennel que le principe d'incertitude ou d'indétermination. Et donc c'est une particularité de la physique quantique et le principe, qui est maintenant un théorème, hein, d'ailleurs c'est pas un principe, il est démontré, je crois, explique que, donc je vais prendre un seul exemple, hein, on peut décider de connaître avec toute la précision souhaitée la vitesse ou la position d'une particule. Alors il n'y a pas que la vitesse et la position, il y a d'autres paires d'observables. Et que plus on connaît l'un avec précision, plus il y a un flou sur l'autre. Et moi j'ai toujours interprété le principe au sens ontologique fort. Ça veut dire que ce n'était pas une question de quelque chose qu'on ne peut pas connaître, de quelque chose de plus mystérieux, que si on mesure la vitesse d'une particule, par exemple, alors on ne peut pas dire en toute rigueur qu'elle a bel et bien qu'elle possède une position. C'est pour ça que je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de dire quelque chose d'aussi obscur, parce qu'il faut un peu plus de 3 minutes pour expliquer la chose. Moi j'ai mis à peu près 25 ans à arriver à peu près à me faire une idée là-dessus, et c'est ce que j'ai utilisé dans le roman. Alors j'ai pas répondu à votre question tout à l'heure sur la poésie, mais cette idée de poésie vient de Niels Bohr. La première fois qu'il a rencontré Heisenberg avait 20 ans, Niels Bohr était plus âgé, ils ont discuté ensemble et Niels Bohr lui a dit, après une conversation que Heisenberg a jugée un peu désespérante, sur les problèmes qu'ils avaient à résoudre à l'époque, il a dit, vous vous rendez compte que votre vocation de physicien est aussi une vocation de poète.